Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, ils représentent entre 5 et 10% de la population. On les regroupe dans la grande famille des 10 DYS. C'est une famille qui ne désigne pas une maladie, mais un handicap. Et certains en ont fait une force. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Guy Medfort. L'anti-sèche d'Emma Guessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire, il y a 8 ans tout juste, la France des régions était redécoupée. Les programmes, ce sont ceux de géographie. À l'heure de la récré, toujours avec Emma, une récré pas très marrante, mais un sujet extrêmement important. On va parler de dysmorphophobie. Et puis on retrouvera en fin d'émission notre libraire et chroniqueuse Célie Luton. Elle va vous proposer 3 livres pour enfants et ados. 3 livres à la fois passionnants et adaptés aux enfants qui ont des troubles 10. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand oral. 5% de la population serait concernée selon l'INSERM, 10% selon la Fédération française des 10. Guy Medfort, notre invité, retient le chiffre d'1 million de personnes. Quel que soit le chiffre exact, les 10 sont très nombreux et insuffisamment pris en charge. Alors les 10 comme dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, etc. Le livre de Guy Medfort, qui est journaliste, leur rend hommage. Son titre, 10, est célèbre. Il vient de sortir chez Casterman avec des illustrations de Mick Anke. C'est un livre accessible dès l'âge de 8 ans, mais en fait à lire en famille. Il dresse 24 portraits de 10 célèbres. Vous avez la Keira Knightley, vous avez Orlando Bloom, Jean-Louis Etienne, Lewis Hamilton, pour n'en citer que quelques-uns. Guy Medfort, bonjour. Bonjour. 10 est célèbre. Alors 10, j'ai un petit peu résumé si on devait définir les termes. Disons que nous, on a surtout retenu des dyslexiques parce que ce sont les gens qui en parlent le plus facilement. Pour les autres, il y a encore beaucoup de stigmas. Et donc, pour moi, alors moi, je ne suis pas du tout... je suis pas du tout orthophoniste, enfin je suis pas professionnelle. Vous êtes journaliste. Voilà. Et donc pour moi c'est une difficulté à automatiser la lecture. Donc ça peut. Je me suis rendu compte moi je ne le suis pas moi-même, mais je me suis rendu compte dans les portraits que j'ai faits que les personnes qui en parlaient étaient affectées de manière différente. Alors, bon, il y a la question de la lecture, mais par exemple, il y a Stéphane de Groot et puis un autre qui parle du fait qu'ils ont du mal à mémoriser les règles d'un jeu de cartes. Il y en a qui vont dire qu'ils ont besoin, pour retenir un cours, d'avoir la fin avant d'avoir pour pouvoir s'intéresser au début. Ah oui, pour écrire une phrase. Voilà. Hein. Je me souviens plus qui le dit, mais je me dis que ça doit être Chouardesque. S'il n'a pas la fin du cours, il ne peut pas écrire le début. Par exemple, dans le fait qu'on se soit rendu compte que Léonard de Vinci soit dyslexique, parce que les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet se sont penchés sur son orthographe et se sont rendus compte qu'il pouvait, dans un texte, orthographier un même mot de 9 manières différentes. Et ça, c'est assez typique des 10, c'est-à-dire que les fautes d'orthographe qu'ils vont faire vont être complètement inattendues, sont pas du tout celles que la plupart des gens vont faire, et sans qu'il y ait de logique et sans que ce soit forcément les mêmes. Donc, vous expliquez qu'il y a donc plusieurs types de dyslexie, vous venez de le faire, et d'ailleurs, alors, il aurait fallu mettre le livre en page de plein de manières différentes pour que ça convienne à toutes et à tous, et vous vous êtes dit, on va en fait faire un livre pour les familles. Oui, parce que finalement, moi je me suis rendu compte, donc moi je suis mère d'une enfant dyslexique, je me suis rendu compte que c'était une expérience qui apportait autant aux enfants qu'aux parents. Parce que les enfants découvrent l'expérience de quelqu'un un parcours qui fait rêver. Et pour les parents, ça fait aussi réfléchir d'entendre ces gens, d'entendre ce qu'ils ont vécu enfant, et puis de se rendre compte que quasiment tous, les 24, moi je me suis rendu compte qu'ils ont tous eu des parents qui les soutenaient, des parents qui cherchaient à les encourager dans leur force plutôt qu'à essayer de combler leurs lacunes dans l'orthographe. Et ils ont quasiment tous aussi fait la rencontre d'un adulte, voilà, que ce soit un prof ou une personnalité inspirante. Un médecin. Qui leur a donné des ailes. C'est ça. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de... Enfin, c'est vraiment dans les constantes, le parent, l'enseignant, le médecin qui comprend et qui désinhibe. Et qui désinhibe, c'est très important parce que dans les autres traits communs, revient énormément la question de la honte. Quasiment tous, au point qu'au bout d'un moment, dans mes portraits, je me disais, je peux quand même pas tous commencer de la même manière, mais ça démarrait toujours par les souvenirs épouvantables de l'école, la peur du moment où il va falloir lire à voix haute, le fait de vouloir se cacher quand l'enseignant va demander à quelqu'un de lire, enfin, et ces choses-là ont pris énormément de place. Et quand ils comprennent, quand ils sont diagnostiqués enfants, ou alors pour la génération précédente, il y en a beaucoup qui l'ont compris une fois adultes. Je pense par exemple à Steven Spielberg. Il y a une espèce de sentiment de délivrance, de dire
C'était ça. C'était pas moi, quoi. Voilà. Et ça, c'est le troisième trait commun que j'avais repéré, effectivement. Ce sont ces défauts de diagnostic qui sont quand même... Alors, effectivement, il y a, je ne sais pas, un demi-siècle, dans la génération de Spielberg ou de de Richard Branson, ou encore, qui vous citez Mohamed Ali, le boxeur. C'était loin, mais chez des plus jeunes, on se dit quand même. Ceux qui ont plus de 40 ans, ils me disaient, à mon époque, on ne disait pas dyslexique, on disait imbécile, ou on disait fainéant. Donc, ceux-là... pour beaucoup, ils l'ont compris bien plus tard. Après, pour les enfants, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que les enfants 10, en général, ont beaucoup de stratégies d'adaptation. Et on va en parler. Il y a des acteurs qui racontent la façon dont ils faisaient semblant de lire, ou des enfants qui vont être très bons à l'oral. Le temps qu'il leur faut pour lire un scénario aussi. Donc, ils disent qu'il faut le triple de temps des autres, mais je crois que c'est Orlando Bloom ou Keira Knightley, je ne me souviens plus qui le dit. Mais finalement, je lis mieux. Oui, c'est ça. Donc, ils développent leur propre stratégie, mais ça explique qu'ils puissent passer entre les gouttes du diagnostic ou... Mais qu'on ne les repère pas tout de suite. Voilà. Guy Medford, on va continuer évidemment sur ce 10 et célèbre, super bouquin qui vient de sortir chez Casterman. On peut être 10 et réussir, y compris à la fac. Je vous donne juste un chiffre parce que le verre est à moitié vide, mais il est aussi à moitié plein. Côté moitié vide, c'est le diagnostic et l'accompagnement qui reste insuffisant en France. Mais en 10 ans, le nombre d'étudiants souffrant de troubles 10 est passé de 10 à 40 000. On va continuer à parler d'eux avec Guy Medford. Ce sera juste après l'Anti-Sèche et Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Anti-Sèche consacré aujourd'hui aux régions françaises, car cela fait tout juste 8 ans qu'elles ont été redessinées, redécoupées. C'était en 2015, la France a subi comme un lifting. On est passé de 22 régions métropolitaines à 13. C'était la réforme territoriale de François Hollande. Donc regardez sur cette carte, on voit le avant-après. 5 régions ont gardé leur appellation d'origine. Donc c'est l'Île-de-France, la Bretagne, les Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. En revanche, les autres régions ont fusionné. Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace sont devenus Grand Est, par exemple. Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon sont devenus Occitanie. Voilà. Ouais. Et Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine sont devenus Nouvelle-Aquitaine. Et alors, on apprend tout ça à l'école, j'imagine, au collège ? Oui, c'est en 3e, en géographie. Alors, il n'y a pas de chapitre sur la région en tant que telle, mais la notion est abordée dans 2 chapitres de géo. Dans le chapitre dynamique territoriale de la France contemporaine et pourquoi et comment aménager le territoire. Donc, dans ce cours, on apprend aux élèves que la majorité des Français vit dans une aire urbaine, que cette croissance urbaine étale les villes dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la périurbanisation et que ces transformations ont forcément affecté les espaces ruraux. Et donc finalement, cette notion de région, on l'utilise essentiellement pour rentrer dans une autre notion qui est celle d'aménagement du territoire. Exactement, elle apparaît comme un acteur et comme un repère spatial, la région. Parce que qu'est-ce qu'une région finalement ? C'est un pont administratif entre le département et l'État. Et sa création est assez récente finalement. Les régions ont été créées en 1955. Alors je crois que les enseignants parlent beaucoup de la plus peuplée des régions qui est l'Île-de-France. Et bien sûr, grande aire urbaine, pourtant c'est une petite région. Elle représente 2,5% du territoire national seulement, mais elle est peuplée de 12 millions d'habitants, donc c'est près de 20% de la population française. Et on l'étudie souvent en cours car elle regroupe la seule métropole mondiale française. Paris, c'est la première région économique du pays avec un PIB par habitant 2 fois supérieur à la moyenne nationale et c'est aussi la première région touristique de France. C'est là qu'on apprend par exemple aux élèves ce qu'est un hub, un grand aéroport international qui regroupe toutes les correspondances du trafic mondial aérien. Donc on parle bien sûr de l'Île-de-France, mais en général le prof ou la prof essaie de faire une étude de cas aux élèves en prenant l'exemple de la région où bien sûr est situé le collège. J'imagine d'ailleurs que si on parle région, forcément à un moment donné on parle de décentralisation, des lois de fer. Exactement, l'importance de la région a été capitale surtout après 1982, cette fameuse loi des fers qui dit que les régions sont désormais des collectivités territoriales. C'est ce qu'on appelle donc la décentralisation. Et ça veut dire que l'État délègue certains pouvoirs aux régions, certaines compétences. Elles s'occupent principalement du développement économique, par exemple la gestion des transports, l'aménagement du territoire, justement, l'écologie ou encore le financement des lycées. D'ailleurs, le lycée, c'est la région qui finance et le collège, c'est le département. Et l'école primaire, ce sont les municipalités. Un petit mot d'actu en conclusion. Est-ce qu'on sait ce que ça a changé de passer de 22 à 13 régions ? Oui, ça a permis... À part qu'il en faut moins apprendre à l'école. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et ça a permis d'obtenir des régions à dimension plus égale, aussi bien de manière économique, démographique que culturelle. Et puis cette réforme, elle a supprimé certaines compétences qu'il y avait en doublon entre les régions et les départements. Par exemple, les régions sont maintenant les seules à pouvoir verser des aides directes aux entreprises et à gérer les transports scolaires. Emma, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour la récré. Absolument. À tout de suite. Et pour l'heure, on retrouve Guy Medford. C'est la suite du Grand Oral. Il y
y a la lanceuse d'alerte Erin Brockovich, la vraie, pas de Julia Roberts, Erin Brockovich, l'authentique. Il y a le maire de New York, Eric Adams, l'aventurier Jean-Louis Etienne, mais il y a aussi la princesse Dior, l'entrepreneur Richard Branson, celui de Virgin, l'architecte Richard Rogers. Je ne vais pas les citer tous, il y en a 24. Ils ont 2 points communs. Le premier, c'est qu'ils sont dyslexiques, et le deuxième, c'est qu'ils sont portraiturés par Guy Medford dans 10 et célèbre super bouquin qui vient de sortir chez Casterman. Guy Med, qui est l'invité du Grand Oral. Je vous propose quelques secondes. Vous le disiez, il y a un blogueur, alors c'est en anglais, mais qui a essayé à partir d'un programme de reproduire un texte dans le regard d'un 10. On va voir à l'image ce que ça donne, si ça peut vous... Voilà. Et donc en fait, un chercheur qui a fait ce travail-là, voilà, si vous essayez de lire, alors on parvient à deviner, mais tout est compliqué. Et il faut un effort de concentration assez considérable pour réussir à déchiffrer. On parle là maintenant des traits communs, j'allais dire positifs, et vous le disiez tout à l'heure, un art du contournement pour masquer le problème, ça leur a, et ça quasiment tous le disent aussi dans votre livre, ils ont appris à changer d'angle. Est-ce que ça rend créatif ? Alors, il y a la capacité créative qui sort chez beaucoup de gens. Il y a le fait d'avoir cette espèce de sens de la représentation dans l'espace qu'on peut avoir effectivement avec quelqu'un comme Léonard de Vinci qui était complexé par son écriture, mais qui arrivait à se représenter les choses visuellement. Et alors dans le visuel, par exemple, Mohamed Ali ou les champions du monde de Formule 1, je pense à Lewis Hamilton, mais je mentionne aussi que Jackie Stewart et puis un autre dont j'ai oublié le nom était aussi dyslexique. Et en fait, il semblerait en Formule 1, comme pour Mohamed Ali, qui a une capacité à détecter des espèces de signaux visuels bien plus rapidement que les autres. Et à décomposer différemment. Et puis aussi, ce qui rend créatif, d'après Jacques Dubochet, le prix Nobel de chimie, il dit en fait, quand les gens voient et lisent de la même manière, ils cherchent de la même manière. Et nous, comme on ne voit pas les choses de la même manière, on ne cherche pas pareil, et donc on découvre plus facilement des choses. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Plusieurs le disent aussi. Richard Rogers, je crois, le dit, j'ai fait de l'architecture différemment parce que j'étais habitué à chercher d'autres points de vue. Et puis, Richard Branson, lui, ce qu'il dit, le fondateur de Virgin, c'est que quand on est dyslexique, on sait qu'on a des lacunes, et donc on apprend très vite à s'entourer et à déléguer. D'ailleurs, on apprend qu'il délègue à un point incroyable, parce que la finance, ça ne l'intéresse pas tellement, donc il demande juste à son directeur financier, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Parce que les nombres ne lui parlent pas. De même qu'Arnaud Gérald, le plongeur et champion du monde d'apnée, dit que de toute façon, pour lui, des nombres avec des zéros, ça ne lui parle pas. Donc lui, il continue à descendre, il n'est pas obsédé comme les autres par le chiffre qu'il va atteindre. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils sont comme ça... il y a un rapport à l'intériorité aussi. Oui. Chez Arnaud Gérald, quand il raconte ses premières expériences... Oui, je pense qu'il y a une certaine indifférence aussi au regard des autres au fur et à mesure du temps. Et cette capacité... alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas tous les mêmes forces. C'est-à-dire que, par exemple, Erin Brockovich, elle raconte qu'elle a une mémoire visuelle incroyable, qu'il suffit qu'elle voit quelque chose pour s'en souvenir. Et ce qui lui permet de dépoter ses piles et ses piles de témoignages. C'est ça, le chanteur Mika, il est ultra doué pour les langues étrangères. D'autres vont dire l'acteur Franck Gastambide dit que lui, il n'a jamais eu d'affinité. Donc en fait, on voit bien que tout le monde n'est pas dans le même modèle, mais justement, de lire ses vies, moi je trouve que ça ouvre les yeux sur le fait qu'il y a tant de parcours possibles. Et pas seulement quand on est dyslexique. D'ailleurs, chaque dyslexique cherche un chemin parfois un peu tortueux pour trouver sa voie. Ce sont souvent ces détours qui nous font voir les choses sous un autre angle. Ça, c'est ce que dit Thomas Legrand, dont j'ai découvert qu'il était dyslexique, notre confrère de France Inter. C'est ça, qui a fait la préface du bouquin. Radio, Ils sont dyslexiques ? Ah ouais. Mais ce que je voulais dire aussi pour Richard Branson, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une étude aux États-Unis qui montre qu'à peu près 40% des fondateurs d'entreprises, des entrepreneurs, sont dyslexiques. Ce qui n'est pas la même chose que les patrons salariés, c'est-à-dire ceux qui créent et ceux qui innovent. Les créateurs, les créatifs. Mais de l'autre côté, parce que je ne voudrais pas donner l'impression que ça marche à tous les coups. Que ça va être des chemins de rose. Parce qu'en fait, Eric Adams, le nouveau maire de New York, qui est lui aussi dyslexique, il en a fait un sujet politique en disant il faut dépister absolument dans les écoles, parce qu'ils se sont rendus compte que dans la prison de New York, 50% des détenus étaient dyslexiques. Et donc, justement... Donc on n'est pas seulement créateur, on n'est pas seulement Richard Branson, on peut aussi être prisonnier à cœur. Et les chiffres aussi, parmi les sans-abri de dyslexiques, sont très très élevés. Donc il y a quand même un côté
ça marche ou ça marche pas. D'un mot, Guillemette Faure aussi, et c'est le dernier point pour le moment, dans les forces, donc cette créativité, cet art du changement de regard, il y a aussi un désir de revanche. Parce qu'ils en ont un peu bavé, beaucoup en parlent quand même. Oui, et puis vous êtes bien vu, finalement. Le fait de vouloir se prouver qu'il y a des choses qui marchent. C'est-à-dire qu'ils ont tous ce déclic à un moment. Franck Gastambide, l'acteur, c'est quand il démarre en faisant du dressage d'animal, il dit, mais tout d'un coup, je découvre qu'il y a quelque chose pour lequel je suis bon. Et ils ont presque tous ce truc-là de dire, en fait, je croyais que j'étais nulle et là-dedans, je suis très bon. Et je le montre aux autres. On se retrouve juste après la récré, si vous voulez bien, Guillemette Faure, parce qu'on fait des récrés dans la quotidienne. Et pour la récré, on va retrouver Emma. On va retrouver Emma pour une récré qui est consacrée à un phénomène pas franchement rigolo, la dysmorphophobie, Emma. Mais oui, sujet pas très rigolo, mais nécessaire si vous êtes parent ou si vous avez des ados autour de vous, parce que c'est un phénomène dont on ne parle pas tant que ça et qui pourtant se développe de plus en plus. Selon les spécialistes, une des causes principales de la dysmorphophobie, ce sont les réseaux sociaux. Donc c'est bien de pouvoir en parler sur les réseaux, justement, comme a fait cette jeune femme sur TikTok. Regardez. Est-ce que tu as vraiment besoin de perdre du poids ? Ou est-ce que c'est dans ta tête ? Bon, je préviens de suite que ce que je vais dire dans cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Je reçois beaucoup de messages de filles complètement désespérées me demandant de les aider à perdre du poids. Et quand je regarde leurs photos ou qu'elles me disent leur taille et leur poids, je me dis mais mince, elles sont vraiment normales. Et pour la plupart, elles sont même plus fines que la moyenne. Voilà, définition des termes en fait. La dysmorphophobie, c'est le fait d'avoir une vision déformée de soi-même, qu'elle soit fondée ou pas. Exactement, on se voit trop gros, ou plus grosse en tout cas, plus gros ou plus grosse qu'on ne l'est, ou alors on se focalise sur une partie de son corps jusqu'à l'obsession. Ça peut aussi passer par le fait de se regarder sans cesse dans le miroir pour se rassurer. C'est surtout ne pas se laisser tranquille en fait, c'est être en permanence dans le contrôle de soi. Et c'est ça forcément qui est extrêmement dur à vivre. Et oui, selon les psychiatres, d'ailleurs, ça touche majoritairement les filles. Alors rien d'étonnant, on pourrait remonter à la nuit des temps pour analyser ces fameux diktats de beauté. Et même si on est dans une époque où on parle beaucoup de body positive, où on voit de plus en plus de femmes prendre la parole sur les réseaux pour aider les autres à accepter leur corps, mais on est aussi à une époque de filtres Instagram, Snapchat, une époque d'instagrammeuses toutes plus minces et retouchées les unes que les autres, forcément. Ça aide pas pour accepter son corps sans aucune retouche. Et puis les filtres, à force d'en utiliser, on s'habitue. Et on les voit, les ados, qui sont tous comme ça, avec leur téléphone, à prendre des selfies. On ajoute un petit filtre, hop, tout de suite, on a la polissée, zéro défaut, les joues creusées. Ça peut même changer la corpulence, parfois. On a l'impression d'être mieux et on s'habitue à cette image tout à fait superficielle de soi. Je devrais essayer quand même. Maintenant, vous devriez essayer. Mais non, vous êtes très bien comme vous êtes. Mais vous aussi, moi, merci beaucoup. En revanche. C'est pas vrai. Vous allez voir que c'est très différent. C'est vous ? Moi, c'est moi. Et regardez comment je suis avec un film. Non d'un petit bonhomme. Rien à voir. Qu'est-ce que vous préférez ? Laquelle Emma vous préférez ? La vraie. La vraie. Bon, absolument. En tout cas, vous avez vu, c'est hallucinant cette différence. Et c'est ça la réalité de nombreux ados, en majorité des filles, mais ça peut aussi toucher les garçons, bien évidemment. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a accès aux réseaux sociaux de plus en plus tôt. Donc le risque, c'est de voir des enfants, parfois très jeunes, et qui sont bien dans leur corps, être influencés par des influenceurs, justement, et donc tous ces filtres Instagram. Et ça peut aller assez loin, ça peut être grave. Mais oui, déjà, ça amène certains jeunes à pratiquer la chirurgie esthétique de plus en plus tôt. Puis ensuite, ça peut être bien sûr très grave psychologiquement, dépression, voire suicide. Et pour ça, il est très important déjà d'être à l'écoute de son ado, de ne pas le juger, d'observer s'il y a un changement de comportement, de lui proposer d'aller voir un ou une psy pour l'aider. Et puis heureusement, aujourd'hui, quand même, la parole se libère. On l'a vu avec la vidéo TikTok de tout à l'heure. Et puis certaines stars en parlent aussi. C'est le cas de l'actrice Lily Reinhardt qui avait parlé de sa dysmorphophobie pour alerter les jeunes et leur dire vous n'êtes pas seul, moi aussi je subis ça. Et vous avez Lily et maintenant vous avez Emma qui vous le dit, vous n'êtes pas seul, on vous le dit toutes et tous. Merci pour cette récré. Guillemette Faure, le grand oral, suite et fin. 10 et célèbre, c'est le titre du livre de Guillemette Faure chez Casterman. Elle est l'invitée du Grand Oral. Alors on l'a dit, pour 24 10 célèbres, il y en a aussi des millions qui galèrent. Beaucoup de vos 10, vous avez cité Eric Adams, le maire de New York, mais beaucoup essayent d'aider. On ne compte pas le nombre de fondations, d'interventions dans les écoles, d'associations. Il y a un côté give back, un peu à l'américaine d'ailleurs, oui, mais même chez les Français. J'ai vraiment été frappée, ceux que j'ai contactés, par le plaisir qu'ils avaient et l'envie qu'ils avaient d'en parler. C'est-à-dire que, je pense par exemple à l'avocate Erin Brockovich,
des gens qui la sollicitent pour les interviews. Oui, la journaliste qui l'appelle de France en lui disant on va parler de votre dyslexie. Exactement. Et elle est super contente. Elle était super contente. Ouais. Elle m'a dit mais si seulement les enfants, enfin si moi j'avais pu avoir un livre comme ça, enfin donc ça a été tellement déterminant pour eux que effectivement il y a une envie d'en parler. Il y a par exemple la veuve de Mohamed Ali qui continue d'éditer des livres pour enfants. Il y a Whoopi Goldberg qui écrit des livres pour enfants avec en les dictant. Et après, en corrigeant ce qu'elle a dit à l'oral. Plutôt que d'écrire. Il y a un rapport à l'oralité d'ailleurs qui est très fort, pardon, je vous interromps, et qui est très pénalisant dans les écoles qui sont entièrement centrées sur l'écrit, comme l'école française par exemple. Oui. Parce qu'ils sont super bons à l'oral souvent. Oui, et puis on a décidé que tout devait passer par l'écrit. Et comme en général, l'éducation, l'enseignement sont assurés par des gens à qui l'école a bien réussi, on ne remet pas en question cette idée que quelqu'un peut devenir un très bon chirurgien sans savoir accorder un participe passé. Donc on reste obsédé par l'idée que d'ailleurs, enfin, ce livre, moi ça faisait longtemps que je cherche un éditeur pour le faire et je remercie vraiment Casterman d'y avoir cru. Il y a quelqu'un dans cette maison d'édition qui est dyslexique. Je pense que ça a joué aussi. Mais je pense que le monde du livre est un monde dans lequel travaillent des gens qui ne sont pas dyslexiques. Donc, ça leur est étranger. C'était difficile tant qu'on n'est pas concerné, on a du mal à développer de l'empathie pour la situation des dyslexiques. Alors, vous l'avez dit en début d'émission, mais vous êtes concernée. Elle est la dédicataire, dédicataire, en tout cas, elle vient à la fin des remerciements. Merci enfin et surtout à ma fille Simone Faure, sans qui je n'aurais jamais découvert les capacités extraordinaires des dyslexiques. Comment avez-vous découvert que votre fille était dyslexique? Ou comment l'a-t-elle découvert elle-même, d'ailleurs, je ne sais pas. Je voyais bien qu'il y avait un décalage entre son plaisir à s'entourer de livres et ses difficultés à lire. Donc, mais comme beaucoup d'enfants, justement, elle compensait par beaucoup d'aisance à l'oral. Et puis, bon, j'ai... Elle avait quel âge quand vous avez compris? Tard. Je pensais... elle avait 9-10 ans, à peu près. Ce qui est quand même... Est-ce que ça a été compliqué après de trouver du soutien? Parce que quand on lit les enquêtes sur la situation en France, on voit que la moitié des rééducations n'est pas conventionnée, que les bilans qui permettent de poser des diagnostics non plus, sans parler du problème de l'école. L'orthophonie n'a pas donné grand-chose, mais quelque chose qui a été merveilleux, qui a eu énormément de résultats, c'est la musique. Je pense que le fait de jouer de la musique, ça doit développer d'autres sens. Peut-être que le fait de balayer du regard une partition peut aider. Enfin, je ne sais pas en quoi ça a aidé. Mais bon, ça a aidé. Voilà. Et puis surtout, c'est ce que j'ai appris des parents de ces 10 qui sont célèbres, c'est que ça permet d'encourager quelque chose qui marche bien, plutôt que d'être toujours dans l'obsession de rattraper un retard la petite partie qui est donc la lecture et l'écriture, qui bloque le reste, alors qu'en fait, il y a tellement d'autres talents que pouvoir encourager ces talents-là, plutôt que de s'obséder sur les petites choses qui ne marchent pas, je trouve que pour moi, ça a été la leçon de toutes ces interviews. Allez, c'est une leçon qui vaut pas seulement quand on est 10, mais elle vaut particulièrement pour elles et eux. Vous restez avec nous, on va accueillir Célie Luton. Célie, c'est notre libraire et chroniqueuse. Avec elle, tous les vendredis, on pousse la porte de la librairie Emma. Merci beaucoup, à une prochaine. On peut être dyslexique et adorer les livres. Et après, il faut rentrer dedans. Célie, bonjour. Bonjour. Et vous avez fait dans votre librairie une sélection d'ouvrages. Alors, je crois que vous recommandez quand même le bouquin de Guillemette. Oui, on l'a eu la semaine dernière, effectivement. Il est dans la même thématique des 3 livres que j'ai choisis cette semaine. Alors, qui ne sont pas réservés aux enfants en situation de dyslexie, mais vous les avez choisis parce qu'ils sont particulièrement accessible. Agréable. Il ne s'agit pas pour tous les lecteurs, et même quand on est 10, d'aimer lire. On peut aimer les livres, on peut aimer les manipuler, les toucher, les sentir, les observer. Tout dépend de comment on va aborder la lecture. Il ne s'agit pas de dire « il faut lire, il faut faire ça ». Non, on prend le temps qu'il faut, on choisit les livres qu'on aime. On n'aime pas tous les livres. C'est pas grave. Voilà. Mais on peut aimer Alfonsina, Reine du vélo, de Joanne Negrescolor. C'est chez Gallimard Jeunesse. C'est pour les petits. Et c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Donc c'est un documentaire, album documentaire avec très peu de texte
une écriture sans pied qui est plus facile pour les lecteurs. Et c'est une jeune héroïne incroyable. Elle a eu son premier vélo et elle n'a jamais changé d'objectif. Elle veut devenir cycliste. Et on est en 1924. Exactement, c'est la première femme à faire le Giro d'Italie. Livre formidablement illustré, très coloré. Exactement. Le graphisme a dû vous plaire. Et voilà, puis on est dans la persévérance, on est dans la patience de cette jeune fille. L'histoire est belle. Oui. Autre très belle histoire, un style graphique extrêmement différent, L'Empereur et son fils de Catherine Pallereau et Judith Gueffier. Et là, c'est chez Didier Jeunesse. C'est ça. Donc ça, c'est un album pour les grands. On peut même le lire au collège, fin de primaire, début collège. Toujours une écriture sans pied. Le texte est présent, mais on va vraiment se concentrer aussi sur la beauté des illustrations. L'histoire d'un empereur et de son épouse, l'impératrice, qui n'ont pas d'enfants. Les années passent, toujours pas de fils pour reprendre le trône. Et un jour... Et puis on lui réclame l'héritier. Exactement, tous ses conseillers lui mettent la pression. C'est marrant, les enfants aussi ont beaucoup de pression. Et un jour, ils disent « Donnez une graine à tous les enfants du royaume. Chacun une graine, n'en oubliez aucun. » Et dans 6 mois, ils reviendront nous voir avec la plante qui aura poussé. Parmi ces enfants, il y en aura un qui sera plus calme, plus doux, plus effacé, plus humble. Je ne dis pas plus. La morale de l'histoire, c'est que le plus méritant n'est pas forcément celui qu'on croit. Exactement. C'est pour faire un petit teasing. Pas un petit, oui, se met en avant, en tout cas. Pas forcément celui qui se met en avant. L'Empereur et son fils, très beau livre aussi. Et on insiste là-dessus parce que vous le dites régulièrement. Et c'est pas parce qu'il y a de très beaux dessins et pas beaucoup de textes qu'il ne faut pas lire ça à 11-12 ans. On n'abandonne pas l'album au motif qu'on sait lire des romans. Troisième et dernier ouvrage du jour, La fiancée. Là encore, comme pour le premier, on est sur une histoire vraie, une histoire tragique, puisque cette fiancée, c'est Odette Niles qui était la fiancée de Guy Môquet. C'est Noctambule qui publie cet ouvrage. Voilà, donc là, c'est vraiment un ouvrage qui s'adresse aux collégiens, fin de collège, lycéens, toujours écriture sans pied, où justement le lecteur n'est pas perdu. On connaît tous la lettre de Guy Môquet, ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon papa, je vais mourir. Mais Guy Môquet a également adressé une lettre à sa fiancée, et c'est son récit que l'on découvre dans cette bande dessinée qui est sortie en fin d'année dernière. Et donc Odette était également résistante. Bande dessinée signée Gwenaëlle Abolivier et Eddy Vaccaro. Il y a une petite enveloppe à la fin. Et ça, oui. Tu vais nous le lire. Ma petite Odette, je vais mourir avec mes 26 camarades. Nous sommes courageux. Ce que je regrette est de ne pas pouvoir te prêter. Il n'est pas très bien écrit. C'est, à mon avis, il a eu dû avoir peut-être quelques petites larmes. Il y avait de l'émotion. Quand j'ai lu en cette tout bande cas, dessinée, on peut prendre le temps de la... 1000 grosses caresses et après c'est 1000 grosses caresses signées Guy, grosse bise à toutes et à tous. La fiancée et donc l'histoire, la vie d'Odette Niles, l'amoureuse de Guy Môquet. Exactement. C'est édition Soleil, collection Noctambule. Noctambule, oui. Célie, merci beaucoup pour cette sélection particulièrement adaptée aux enfants 10. Fondamentale la lecture. Vous donnez aussi la liste de plein d'associations. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers les autres. Je pense que déjà, il y a du matériel. Il y a aussi des petites règles transparentes avec une ligne de couleur qui aide les enfants 10. Il faut faire attention à l'interligne plus qu'à la taille de la police de caractère pour les enfants. Et puis surtout, ce qui me frappe, c'est qu'on passe souvent avec les enfants du fait de leur lire des livres quand ils sont dans les petites classes primaires. Débrouille-toi. Au collège, les favoris de Scapin. C'est ça. Ils lisent plus beaucoup. Oui. Alors qu'en fait, le plaisir de se faire lire un livre, et il y a plusieurs personnalités qui en parlent, ou parce qu'ils ont enregistré, leurs parents leur ont enregistré des cassettes de lecture, ou parce que des adultes leur font la lecture. En fait, on peut aimer se faire la lecture, même quand absolument. on sait lire. Et ça casse le lien souvent avec les papas et les mamans, à ceux qui font la lecture. Il y a un lien d'affection, un lien d'amour qui se casse quand on dit tiens, débrouille-toi, et le livre devient ce qui casse le lien. Célie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guimet, 10 et célèbre, chez Casterman. Super bouquin, et pas seulement quand on est soi-même ou ses proches en situation de dyslexie. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe, au maquillage Colline Hamel, à la préparation de l'émission Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine, et puis en régie au son Héloïse Merlin, et à la réalisation Raphaël Morel. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.